Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour. Depuis 2022, la lutte contre le terrorisme est inscrite dans les priorités en matière sécuritaire au Bénin, suite, bien évidemment, vous le savez, à la première attaque perpétrée sur notre territoire par des présumés djihadistes. Dès lors, le Bénin déploie des moyens assez colossaux pour non seulement défendre ses territoires contre l'entrée de ces individus qui sèment terreur et violence sur leur passage, mais également assurer la sécurité de ses citoyens. Les forces de défense et de sécurité sont donc en état de veille permanente, ça c'est une évidence, mais l'autre évidence c'est que bien des années en arrière, le Bénin n'avait pas connu des situations du genre, ou du moins d'une telle intensité. Alors question, comment en est-on arrivé concrètement à ce stade? Comment expliquer la montée de l'extrémisme violent au Bénin dans la sous-région? Comment cette forme d'insécurité a migré du Sahel vers notre pays? La lutte telle que menée par les autorités béninoises rassure-t-elle? Autant de questions dont nous débattrons sur Zone Franche de ce dimanche avec un universitaire dont le profil nous permettra d'aller dans le fond du sujet. Il s'agit de Dr Aziz Mbossi, le socio-anthropologue, expert en analyse de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Monsieur Mbossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un honneur. William Pliquant, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Docteur Mbossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de parler d'un sujet tout aussi délicat que celui-ci avec nous sur Zone Franche, ici à Canal 3 Bénin. On va parler d'abord en un premier plan de l'émergence de l'extrémisme violent, mais il y a une petite clarification qu'on devrait faire quand même à l'entame d'une émission comme celle-ci entre les termes que nous employons pour parler des menaces sécuritaires, radicalisation, extrémisme violent, terrorisme, je dirais peut-être embryon, fœtus, bébé, c'est le cas? Oui, on peut dire que c'est le cas. Peut-être qu'il y a, disons, une autre étape, une première étape qui est d'abord la frustration. La frustration qui peut conduire à une sorte de rébellion, de contestation, et après on rentre dans la phase de radicalisation qui connaît peut-être, je dirais, 3 étapes avant d'aboutir à l'étape ultime, qui est l'étape des attaques, des manifestations violentes sur le terrain. Donc, on parle déjà des frustrations, ces frustrations qui ont plusieurs causes, bien entendu, qui sont multiples, hein, je peux dire, et dans chaque contexte, il y a donc des facteurs qui peuvent engendrer ces frustrations-là. Et puis, les individus frustrés, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge, naturellement, cette frustration évolue, grandit, se cultive également, et puis ça devient une phase de radicalisation. De la phase de radicalisation, on peut facilement glisser vers le terrorisme ou l'extrémisme violent si les choses ne sont pas contrôlées. Donc de ce point de vue, il faut comprendre qu'il y a une première étape et des étapes successives qui débouchent. Exactement. Mais est-ce qu'au Bénin, ce que nous vivons, la peur, les informations que nous lisons dans les médias, nous acteurs des médias qui sommes appelés à employer les mots justes, ce que nous vivons au Bénin depuis 2021, précisément et de façon concrète, comment faut-il l'appeler ? Ce que nous vivons au Bénin relève beaucoup plus des phénomènes de radicalisation et de l'extrémisme violent. Donc nous avons déjà franchi l'étape ultime, comme je le disais tout à l'heure. On a déjà accumulé les frustrations qui ne sont pas peut-être perçues à première vue, qui se sont cuisinées depuis très longtemps. Tout à l'heure, votre collègue parlait de 2022, mais ça, c'est les effets que nous avons commencé par constater. On est déjà arrivé à l'étape de manifestation donc de l'extrémisme violent, parce qu'il y a eu des attaques, il y a eu des violences qui ont été perpétrées contre des civils, contre des institutions de l'État. Mais avant, en amont, il y avait quand même beaucoup de frustrations auxquelles on n'a pas peut-être prêté attention et qui ont progressé pour arriver donc à cette étape de la radicalisation. La radicalisation qui se traduit finalement par
l'extrémisme violent sur le terrain. Terrorisme, c'est trop dire dans notre contexte. Oui, c'est trop dit parce que, alors la différence peut-être qu'il faut faire entre l'extrémisme violent et le terrorisme, c'est que le terroriste, c'est quelqu'un qui est prêt à défendre une cause jusqu'à attenter à sa propre vie. Donc, lorsqu'il engage ses actions violentes, il est prêt à mourir, il est prêt à se donner la mort. C'est comme ça qu'on a, par exemple, les attentats suicides, on a les kamikazes, des personnes qui attachent des bombes sur eux-mêmes et qui vont faire exploser ces bombes-là. Par contre, l'extrémisme violent, il est dans une dynamique de faire beaucoup de morts sans forcément mettre sa vie en danger, sans forcément accepter facilement de mourir ou sans prendre cette décision de mourir. Il va pour tuer. C'est vrai qu'il peut mourir, mais l'intention première, ce n'est pas de se donner lui-même la mort. Mais lorsqu'on a des individus qui viennent d'autres territoires pour commettre ces genres de violences sur un autre, comment on peut expliquer que la frustration les amène à ce stade-là? Ben, vous savez, dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés, nous avons des frustrés. Et une communauté de frustrés, ça crée des réseaux, ça crée des alliances de part et d'autre. Et comme vous savez, l'état de nos frontières permet facilement cette pénétration entre pays, parce que déjà, avant même ce phénomène, les communautés qui vivaient dans ces espaces-là échangeaient entre elles. Il n'y avait pas la frontière, elle était artificielle, mais dans la tête des communautés, ce n'est pas quelque chose qui était considéré comme un blocage. La frontière, dans le meilleur des cas, peut-être parfois, c'est considéré comme une opportunité dont les gens profitent énormément. C'est pour ça que vous voyez que dans les zones frontalières, il y a beaucoup de dynamique économique qui se développe, il y a beaucoup d'échanges entre les différentes communautés de part et d'autre, parce que justement, la frontière est considérée comme une opportunité. Et donc, malgré les dispositions que l'État prend dans nos pays, on constate qu'il y a quand même cette interpénétration entre les communautés, ce qui n'est pas si mauvais que ça. Et donc, du fait qu'il y a ces échanges, ces interactions entre les différentes communautés, aussi bien en termes de bien, mais aussi en termes de mal. Lorsque le mal arrive, bien sûr, ça pénètre facilement comme le bien. Et c'est comme ça que, justement, on a commencé par enregistrer, justement, ces attaques qui ont fait beaucoup de mal dans notre société, qui ont fait beaucoup de victimes, j'allais dire. Et déjà parce que dans nos communautés, nous avons justement des facteurs qui étaient déjà qui prédisposaient justement les contextes dans lesquels ce phénomène-là sévit, qui prédisposait ces contextes-là à l'explosion de ces actes-là. En termes de facteurs, il y en a plusieurs. Hein. On y reviendra certainement, mais c'est pour vous dire que les sources étaient déjà là. Ce n'est pas quelque chose qui a été importé. Et donc le phénomène a fait que se greffer sur un terreau qui existait déjà et qui a donné donc corps à la manifestation de cette violence. C'était, disons, à l'étape d'information, on apprenait qu'il y a eu attaque dans tel autre pays, il y a eu violence dans tel autre pays, et maintenant, ce sont des faits que nous vivons dans la partie septentrionale. Comment est-ce que les choses se sont passées pour qu'on en arrive là concrètement? Alors, c'est clair que même avant le Sahel, on a toujours parlé de terrorisme, on a constaté beaucoup de violence ailleurs. On connaît le cas des pays comme l'Afghanistan, le cas de pays comme l'Irak, le cas de pays comme l'Algérie. On a connu ces événements, la France, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis depuis le 11 septembre. Donc, on a connu ces actes-là, mais c'est des phénomènes que nous avons toujours vécu de loin. On se dit que peut-être que ça ne nous concerne pas parce que on ne maîtrisait pas forcément les raisons qui pouvaient pousser justement ces personnes à agir de la sorte, jusqu'à ce que ça soit à côté de nos portes, donc au Sahel, et jusqu'à cette période non plus, nous n'avons pas pris conscience. Nous disions que c'était un phénomène sahélien, c'est parce qu'ils sont habitués peut-être à la rébellion, c'est juste une autre manifestation de la rébellion. On s'est dit que bon, nos pays, notamment le Bénin, pour parler de manière plus précise, le cas du Bénin, on s'est dit que nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays où tout le monde s'entend avec tout le monde, où nous vivons en paix, et puis on a
pas imaginer que dans notre pays, justement, il y a des terreaux qui étaient déjà là et qui pouvaient aussi faciliter un ancrage de ce phénomène-là dans un certain nombre d'espaces où on avait, au-delà ou même avant l'éclatement donc de ce phénomène au Sahel, on avait des phénomènes, des prémices, notamment, comme vous le savez, les questions de conflits communautaires, c'est des choses qui existaient déjà dans nos sociétés, c'est pas nouveau, les conflits agriculteurs-éleveurs existaient déjà, les considérations qui consiste à dire telle personne n'est pas d'ici, c'est un étranger, il n'a pas droit à la terre, il n'a pas droit, les stigmatisations, etc. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui sont consubstantiels à nos sociétés et que nous avons tout le temps ignorés, mais qui se sont sédimentés pour constituer donc des facteurs et qui, finalement, lorsqu'il y a des personnes qui arrivent et qui vous font voir vos conditions de vie, qui vous font voir les types d'injustices que vous suivez, que vous subissez dans votre société, soit du fait des communautés voisines, soit du fait de l'État. Et bien entendu, ces personnes se présentent comme des éclaireurs, comme des éveilleurs de conscience et qui font apparaître ou qui font émerger ces sentiments de frustration envers vous, surtout que lorsque ces personnes-là vous donnent des exemples de maltraitance que votre communauté a subi, ou bien ils font recours souvent à l'histoire pour invoquer un certain nombre de faits historiques que vos communautés ont subi, et naturellement ça commence par susciter des frustrations, et quand ces frustrations ne sont pas maîtrisées, ne sont pas canalisées, ça conduit facilement à la radicalisation puis à l'extrémisme violent. Comme c'est le cas dans certaines civilisations où ils ont connu l'extrémisme violent, vous pensez que dans notre cas, dans le panier des frustrations, on peut lire aussi l'injustice sociale? Absolument. L'injustice sociale, c'est un facteur prépondérant dans la manifestation de l'extrémisme violent, et il peut se manifester, il peut se traduire de plusieurs façons, notamment par rapport à l'accès aux biens et aux services publics. Comme vous le savez, curieusement, les zones où éclatent ces phénomènes, c'est des zones qui sont presque à l'abandon. C'est des zones où vous n'avez pas le minimum de services qu'il faut pour vous sentir citoyen. La présence de l'État, elle est déliquescente dans ces localités-là. C'est vrai qu'on a des écoles, on a parfois des commissariats de police, on a parfois des centres de santé, mais c'est des services publics qui sont en déliquescence, c'est des services publics qui ne fonctionnent pas comme cela se doit. Au moment où vous avez des écoles, peut-être dans les capitales, où vous avez peut-être une pléthore même d'effectifs en termes d'enseignants, dans d'autres localités, l'enseignant, c'est une ressource rare. Au moment où vous avez, par exemple, des sages-femmes qui sont peut-être 5, 10 dans un centre de santé de quartier dans la capitale, vous allez dans certaines communes de la partie septentrionale, à peine vous avez une infirmière qui fait office de sage-femme. Au moment où vous avez... parfois, on n'a même pas le minimum. Même la sage-femme, si elle est là, ou l'infirmière, si elle est là, elle tourne les doigts, elle n'a pas le minimum pour travailler, elle est dans la débrouillardise, donc elle fait ce qu'elle peut en fonction des moyens qui sont à sa disposition. Et malheureusement, ce sont ces agents de l'État qui sont des interfaces entre les populations et l'État, et compte tenu aussi des conditions dans lesquelles ils travaillent, les relations avec les usagers ne sont pas toujours des relations cordiales, et ça peut aussi créer un certain nombre de frustrations à l'encontre de l'État à travers justement ces agents-là. Et parfois, lorsque l'État veut être présent aussi dans ces communautés, l'État commence peut-être par des services publics qui apparaissent plus ou moins répressifs, notamment la police, la douane, la gendarmerie, qui sont des services régaliens de l'État, mais qui utilisent parfois la violence contre les populations qui étaient déjà habituées à des pratiques données. Et lorsque ces représentants de l'État arrivent et veulent faire respecter les normes de l'État, qui sont parfois mal
prise par les communautés, eh bien, ça crée aussi des frustrations. C'est pour ça que souvent, lorsque les entrepreneurs de la violence s'installent dans ces communautés, justement, ils s'attaquent en premier lieu à l'État parce qu'ils estiment que le facteur premier de l'injustice, c'est l'État. C'est l'État qui ne traite pas les citoyens au même pied d'égalité. C'est l'État qui n'accorde pas la même attention sur l'ensemble. Ont-ils tort dans le fond? Dans le fond, ils n'ont pas tort. Dans le fond, ils n'ont pas tort parce qu'ils sont des citoyens qui doivent être traités de manière équitable, comme le dit d'ailleurs la Constitution de notre pays. Mais dans les faits, malheureusement, l'État... À qui la faute? Qui a fauté en premier? Qui n'a pas vu qu'il fallait un développement équilibré des territoires parce que ce phénomène n'a pas ce visage qu'au Bénin? Non, ça n'a pas ce visage qu'au Bénin, malheureusement. C'est vous dire que nos États essayent quand même de faire ce qu'ils peuvent faire, mais les moyens ne suffisant pas, il y a une certaine priorisation qui est faite malheureusement au détriment des zones qui sont éloignées, parce que comme vous le savez, les capitales sont souvent les vitrines de nos pays, et donc chaque gouvernant, quand il arrive, essaye de donner en tout cas une image plus ou moins moderne à ces capitales-là, mais en oubliant que d'autres citoyens vivent ailleurs et qui ont aussi besoin. Des citoyens peuvent vivre dans ces conditions-là jusqu'à leur mort, tant que ces entrepreneurs de la violence ne viennent pas amplifier, ne viennent pas susciter ce sentiment de négligence en eux. Exactement. En fait, même si ces entrepreneurs ne venaient pas, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où les informations passent très vite. On a la possibilité de voir à la télé ce qui se passe au Mali et vivant dans les mêmes conditions, il peut avoir aussi des entrepreneurs de la violence au niveau local qui peuvent aussi vouloir faire comme ce qui se passe ailleurs dans d'autres contextes et qui peuvent donc faire émerger. Il y a des larves l'extrémisme violent n'est pas que le résultat d'une importation. C'est ce que je tente de vous dire. C'est pas forcément le résultat d'une importation. Il y a d'ailleurs de plus en plus une certaine endogénéisation de ce phénomène-là qui naît. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la difficulté aussi de la lutte, parce que de plus en plus, même si les premiers éléments sont des acteurs extérieurs, lorsqu'ils arrivent, ils essaient quand même d'avoir un ancrage local, d'avoir des soutiens locaux, d'avoir des relais locaux qui peuvent donc porter ces types d'actes ou de phénomènes pour pouvoir donner une certaine ampleur à la chose. Et vu que c'est des acteurs qui vivent aussi dans les communautés, la lutte devient difficile parce qu'il est très difficile justement d'identifier qui est terroriste ou qui est extrémiste violent ou qui ne l'est pas. Il n'y a pas forcément des signes qui annoncent que telle personne est dans une étape de radicalisation forcément, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est très visible parfois. Sauf lorsqu'on est un homme averti, on sait que en tenant un certain nombre de propos, on peut considérer que cette personne-là est déjà dans une phase de radicalisation. Mais comme nous n'avons pas les moyens en tant que gouvernant, en tant qu'État, pour identifier chaque individu dans ces contextes-là, malheureusement, on se rend compte du phénomène lorsqu'il éclate déjà, lorsqu'il commence par faire des victimes. Alors, si je vous résume, ce sont des frustrations qui sont couvées sur des années, et lorsqu'elles trouvent une porte de sortie, on se lance dans la violence. Mais que dites-vous du fait que dans ces milieux-là, on ne parvient pas à imaginer ce qui peut se passer dans l'instant d'après? Ça vient tout d'un coup. Dans d'autres circonstances, on peut dire... des gens veulent manifester, on les arrête, on leur interdit cela, ça vient tout d'un coup. Comment on peut l'expliquer? Mais l'extrémisme violent, c'est un phénomène sournois, c'est un phénomène qui, comme je l'ai dit, qui est ancré dans le quotidien des communautés. Vous savez, tout à l'heure, dans votre introduction, vous parliez de 2022, mais 2022, ce n'est que le moment où la chose a éclaté. Mais depuis 2017-2018, quand moi j'ai fait les premières études, il y avait déjà ce sentiment de frustration. Justement, est-ce que vous, universitaires, vous n'êtes pas coupable quand vous voyez, vous faites ces études? Pourquoi vous
vous n'alertez pas avec toute l'intensité qu'il faut les gouvernants pour que des mesures soient prises. Vous allez les ranger dans vos placards ou bien au travers des ateliers, vous partagez avec un petit nombre et puis c'est tout. Oui, le rôle de l'universitaire, ce n'est pas forcément d'interpeller le gouvernement, à moins qu'il soit dans une posture de militantisme. Nous faisons de la recherche scientifique. Si c'est pour le bien du non, pays. les résultats des recherches sont publiés, les rapports que nous produisons sont publiés, les articles que nous rédigeons sont publiés et ce n'est pas quelque chose qui est caché, donc c'est à la disposition de tout le monde. Moi, tous les travaux que je fais, c'est des travaux publics et il faut taper mon nom sur les réseaux et puis vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur ces questions-là. Malheureusement, je ne sais pas si les gouvernants ont la possibilité et le temps de nourrir et de comprendre aussi ce que nous disons. Je pense que c'est ça aussi le grand défi. Le phénomène. Je pense qu'on l'a banalisé au débat. Au niveau des causes locales, parce que vous avez cité 2017-2018, moi je parlerai de 2019, le premier enlèvement des Français non revendiqués. Jusque-là, nous étions dans le déni avant l'enlèvement des 2 Français au parc Pendjari et l'assassinat de leur guide. Absolument. Est-ce qu'en fait, quelque part, on n'a pas manqué de veille en tant que garant de la sécurité des 12-13 millions de béninois? Je pense qu'on a cette faiblesse dans nos États à ne pas pouvoir anticiper. Je pense que c'est ça le mot. Sinon, effectivement, depuis 2015, où le Burkina Faso a été la cible de ce phénomène, on pourrait se dire que, ah mais attention, un phénomène qui a quitté peut-être de la Libye et qui arrive au Mali, après c'est le Niger et puis après c'est le Burkina Faso. On peut se demander, mais nous sommes quand même voisins du Burkina Faso. Est-ce que nous prenons des dispositions pour éviter que ce qui arrive au Burkina Faso ne nous arrive? Mais on n'a pas fait cela. On a dit non, c'est un phénomène sahélien, c'est un sahélien, c'est une rébellion. De toutes les façons, ils sont habitués à ça et ça va finir. Malheureusement, cette fois-ci, ce n'était pas... C'est une myopie délibérée. Parce que même quand vous parlez de 2015, je pense à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, 2016 oui. Précisément. Là, nous étions, comment on appelle? Ça, c'est la côte, la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Ouais. Et nous sommes à l'ouest du Nigeria, qui vit depuis 20 ans face à Boko Haram. Boko Haram qui est devenu finalement aujourd'hui État islamique en Afrique de l'Ouest. Il y a l'EIGS qui est-ce que vous voulez me dire qu'il n'y a pas des spécialistes de sécurité? Il n'y a pas des gens de ce pays? Il n'y a pas des éclairés pour dire à nos gouvernants, attention, nous sommes... il y a une alerte quand même. Oui, non, le Bénin a des spécialistes de sécurité, c'est clair. Mais sauf que, attention, le phénomène de l'extrémisme violent n'est pas que un phénomène de sécurité, justement. Parce que les causes qui conduisent à l'extrémisme violent ne sont pas que sécuritaires. Et c'est là, exactement. Et c'est là la grosse erreur que nous faisons souvent. Et quand vous voyez un peu, que ce soit dans les pays du Sahel ou dans les pays côtiers, on a mis l'accent sur la lutte armée de ce phénomène-là qui, à l'origine, n'est pas sécuritaire. C'est plutôt d'ordre social, c'est plutôt d'ordre économique, c'est d'ordre idéologique. Alors quand on est dans ces contextes-là et qu'on veut prendre des armes pour combattre le phénomène, c'est très difficile. Et peut-être on me dira peut-être que l'Algérie a réussi avec les armes à faire taire donc les terroristes, mais je pense pas que l'Algérie a réussi aussi à faire taire les terroristes. D'ailleurs, l'origine même du terrorisme qui s'est répandu dans le Sahel, c'est d'abord l'Algérie, depuis les années 91 avec l'IGS, déjà avec le FIS, le Front islamique du salut, et puis qui a éclaté. Et après, on a constaté que oui, le phénomène a commencé par prendre place. C'est pour vous dire que la cause n'est pas sécuritaire. Donc, on a toujours pensé que c'est un phénomène sécuritaire et donc les angles de vue que nous avions de ce phénomène-là n'étaient pas les bons angles de vue et malheureusement, c'est ça qui nous a conduit dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est resté aussi dans le déni.
On s'est dit non, vous souvenez-vous, les premiers discours, c'était que bon, c'était des braconniers, c'était des étrangers, c'était pas... Est-ce que ça c'est faux? Les populations des parcs, selon une étude de 2019 que j'ai pu parcourir, sont frustrées de l'exploitation qui se fait aujourd'hui de ces parcs, qui serait beaucoup plus profitable à des organismes étrangers, et surtout peu instruites, ces populations se voient interdire les chasses, le braconnage. Est-ce que ça aussi n'est pas un gros terreau fertile, notamment quand on voit nos deux parcs frontaliers à 3 pays chacun? Bien sûr, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, quand vous lisez mes travaux en 2018, on en parlait justement de ce phénomène, de ce rapport difficile entre le gestionnaire de ces parcs-là et les populations. Au départ, c'était pas du tout la lune de miel entre les deux acteurs. Il y avait beaucoup de frustration. Il y avait même eu des conflits violents entre les populations locales et le gestionnaire donc du parc au départ. Mais je pense qu'ils ont quand même pris bonne leçon de ce qui s'est passé dans les années 2018 pour corriger beaucoup de choses et améliorer les rapports avec les communautés. Mais comme vous le savez aussi, les communautés sont dans une perspective également d'avoir leur mot à dire dans la gestion, d'avoir aussi de l'espace pour cultiver avec toutes les difficultés aujourd'hui que vivent ces communautés riveraines en matière de changement climatique, en matière de pression démographique. Ils sont forcément dans des besoins de terre de plus en plus fertiles, malheureusement, qui n'ont pas, et donc il y a cette tendance à agresser donc ce parc-là qui est désormais protégé par un gestionnaire qui n'est plus l'État et qui a des règles assez strictes, même si ils ont un pan, en tout cas communautaire, en développant des activités périphériques qui permettent donc d'inclure les populations. Mais toujours est-il que les populations, la perception qu'elles ont de cette réforme de gestion du parc, c'est qu'on leur a arraché leurs biens. Les parcs leur appartiennent et ça ne date pas forcément de cet acteur, hein, parce que depuis que ces espaces ont été classés patrimoine de l'UNESCO, il y avait déjà des frustrations parce qu'il y avait des interdits, notamment l'accès des populations à certaines ressources de ces espaces-là. Et donc, ces frustrations ont continué avec l'arrivée donc de ce gestionnaire qui essaye, comme il peut, d'avoir des relations cordiales avec les communautés, mais les frustrations restent là parce que si les éleveurs n'arrivent plus à aller faire paître leurs animaux dans cet espace qu'ils considèrent comme étant un espace qui a beaucoup de pâturage pour les animaux. Si les paysans estiment que oui, pour avoir de bons rendements agricoles, il faut aller dans le parc, vous comprenez quand même que ces frustrations-là continuent toujours malgré les efforts qui sont faits. Alors, dans les pays comme l'Irak, l'Afghanistan ou même le Nigeria, pour rester un peu plus proche, lorsque ces attaques-là sont perpétrées, elles sont souvent revendiquées. Ici au Bénin, la plupart des attaques ne sont pas revendiquées. Mais je me demande, mais qui sont ceux-là qui font incursion, qui viennent formater, disons, les cerveaux des nôtres pour commettre ces actes? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et pourquoi viennent-ils réellement le faire? Parce que juste aujourd'hui, on n'a pas nommé des groupes qui viennent frapper sur notre territoire. Oui, c'est ça qui fait d'ailleurs la difficulté du phénomène, et c'est ça qui doit aussi attirer notre attention pour qu'on se dise que, attention, est-ce que ce n'est pas des acteurs locaux qui mènent ces attaques-là, qui n'ont pas forcément besoin d'une visibilité médiatique comme l'État islamique, comme Al-Qaïda, qui sont dans une propagande, qui ont une propension, une idéologie politique assez marquée, assez forte. Mais ceux qui agissent sur nos territoires ne sont pas forcément dans les mêmes perspectives, dans les mêmes dynamiques. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de publicité autour de ce qu'ils font. D'ailleurs, ils n'ont pas intérêt à être identifiés parce que la plupart d'entre eux, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos voisins qui sont dans ces communautés-là et qui n'ont pas
forcément besoin d'une certaine publicité parce qu'ils ne veulent pas qu'on les identifie en tant que tels. Cette façon ne ressemble-t-elle pas à ce qu'il se passe au sud du Burkina? Absolument, c'est à peu près la même chose. Je vous dis, c'est les mêmes acteurs qui circulent autour donc de nos frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui la situation du Burkina elle est assez critique. C'est d'ailleurs le deuxième pays au monde qui soit soumis donc au phénomène donc de terrorisme, qui paie beaucoup de loups tribut donc à ce phénomène d'extrémisme violent et qui malheureusement est notre voisin immédiat. Donc vous imaginez, tout ce qui se passe au Burkina peut être facilement transposé sur le territoire béninois. Pourquoi on fait croire autre chose? Les militaires qui sont au pouvoir disent que la situation est maîtrisée, on a fait des avancées en matière de lutte contre le terrorisme. Oui. C'est une forme de propagande qui leur profite, c'est tout. Bon, je ne peux pas le dire, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits. Il faut le reconnaître parce qu'il y a 2 ans, on n'était pas dans la même situation. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces communes, vous voyez quand même de manière assez claire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par l'armée pour contenir ce phénomène-là. Mais comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui n'est pas que sécuritaire. Et donc, les logiques ne sont pas forcément les mêmes et forcément, la stratégie doit normalement être adaptée. Il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de l'armée, mais je ne sais pas, vous connaissez l'histoire de l'Afghanistan. Les États-Unis ont fait 20 ans en Afghanistan, ils n'ont pas pu militairement vaincre le terrorisme. C'était un échec, ils ont dû se retirer. Si par la force des armées on peut éliminer ce phénomène, je crois que le Mali aurait fini avec, le Burkina aurait fini avec, parce qu'ils ont plus de moyens que nous. Et malheureusement aujourd'hui on est face à un phénomène dont les tentacules s'étendent progressivement. Vous savez, en 2022 où on a commencé par reconnaître officiellement que nous avons des actes terroristes sur notre territoire. Les premières attaques, c'était à l'Alizé et à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, en 2023-2024, on a enregistré des attaques à l'intérieur du pays jusqu'à plus de 100 km des frontières. Donc c'est pour vous dire que en 2-3 ans, on a quand même parcouru plus de 100 km à l'intérieur du territoire, malgré les dispositifs militaires qui sont mis en place. Et donc, si on ne prend pas conscience donc de ce phénomène tel qu'il se répand et développer de nouvelles stratégies, je crains que d'ici les 5 prochaines années, que la situation... Nous allons analyser les thérapies qu'il faut appliquer tout à l'heure, les approches de solutions. Restons au niveau des facteurs. Qu'est-ce qui différencie les facteurs ici à l'origine de ces violences, de la montée de ces violences au Bénin et dans le reste des pays de la sous-région? Je vais parler du Burkina, du Mali, du Niger et peut-être du Nigeria, pourquoi pas? Alors, les facteurs, il y a des facteurs communs. Les facteurs communs, c'est, disons, la faible présence de l'État dans ces espaces qui sont souvent des espaces situés aux extrêmes. Quand je parle d'extrêmes, c'est aussi bien du point de vue géographique, du point de vue politique, du point de vue sociologique. C'est des espaces qui sont aux extrêmes, qui n'ont pas toutes les commodités qu'il faut. Que fait la BGF depuis des années ne se ressent pas au niveau de nos frontières. Ah si, la BGF a fait beaucoup d'efforts, ça c'est sûr, mais c'est pas suffisant. Si c'était suffisant, on aurait pu avoir peut-être des routes partout. Je ne sais pas si vous connaissez la route de Karimama. Lorsqu'il pleut à Karimama, soit vous êtes bloqué entre à Karimama ou à Malanville parce que vous ne pouvez pas emprunter la route, ou alors vous utilisez la pirogue pour traverser le fleuve Niger pour venir rattraper le goudron à Malanville. Je suis allé dans certaines communes de la Takora la semaine dernière, mais tous les chefs-lieux des arrondissements n'étaient pas accessibles parce qu'il n'y a pas de route à cause des inondations. Et donc, oui, la BGF a fait beaucoup d'efforts en construisant des écoles, en construisant des centres de santé, en développant des activités
communautaires, des échanges interculturels entre les populations frontalières de part et d'autre donc des pays. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, et parce que les problèmes sont énormes dans ces communautés et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes en retard de plus de 100 ans sur le développement dans ces localités-là. Ça fait 65 ans que 64 ans que nous sommes indépendants, et depuis 64 ans, vous avez des localités qui n'ont pas encore connu le luxe d'avoir une voie bitumée, des localités qui n'ont pas de l'eau potable. Dans notre pays, c'est encore des réalités que nous vivons. Vous avez des localités qui n'ont pas de centre de santé, vous avez des localités qui n'ont peut-être pas d'école, ou qui ont d'école mais qui n'ont pas d'enseignants, ou qui ont d'enseignants mais qui n'ont pas le matériel qu'il faut. Donc c'est ça aussi la réalité de nos pays, et l'ABJF seul ne peut pas prendre en charge toutes ces questions-là. Nous avons 36 communes frontalières qui sont dans le portefeuille de l'ABJF. L'ABJF est créée seulement en 2012, et en 10 ans, elle ne peut pas attraper un retard de 64 ans. Donc c'est pour vous dire que le gouffre, il est énorme, et on a besoin de programmes spéciaux, justement, comme on le voit en Côte d'Ivoire, par exemple, avec beaucoup d'investissements. Au Togo aussi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en termes d'investissement dans ces communautés-là, des pistes qui sont dégagées, des marchés qui sont créés dans ces localités, des services publics qui sont créés au profit donc des communautés dans ces localités, des réformes agricoles avantageuses qui sont développées spécifiquement pour ces localités. Et je pense que c'est ça qui permet aux communautés de se sentir intégrées à leur nation. Vous savez, dans notre pays, des gens qui sont à la frontière, ils préfèrent même se considérer comme ressortissants du pays voisin que d'être considérés comme béninois. Quand vous voyez par exemple toutes les populations qui sont à la frontière avec le Nigeria, ils font toutes leurs affaires avec le Nigeria, ils développent toute leur économie. Il y en a qui ne connaissent pas le franc CFA. Il y en a dont les enfants vont à l'école au Nigeria. Il y en a il y en a qui ont de l'électricité du Nigeria. Donc c'est ça aussi la réalité. Et donc on a l'impression, oui, qu'il y a deux ou plusieurs types de citoyens, et c'est ça aussi les sources du mal. C'est pour vous dire que quand on parle de 2022, ce n'est pas en 2022, c'est quelque chose qui date de plus de 60 ans. Vous parliez des facteurs communs et les facteurs spécifiques à chaque Alors, pays. Les facteurs spécifiques, c'est ce que j'ai commencé par évoquer. Quand vous prenez par exemple les services publics, moi je vois par exemple dans les pays du Sahel, ils ont quand même fait l'effort de développer des régions. Quand vous allez par exemple dans un pays comme le Niger, vous avez des régions qui sont plus ou moins autonomes, avec des services publics plus ou moins évolués, ce qui n'est pas forcément le cas. Le Bénin n'a pas la même superficie que le Niger ou que le Burkina Faso, mais à certains endroits quand même vous voyez qu'il y a des efforts qui sont fournis en termes de présence de l'État auprès donc des communautés à travers les services publics. L'autre chose aussi, la spécificité, on a toujours pensé que l'extrémisme violent, le terrorisme, c'est un phénomène religieux. Particulièrement musulmans. En tout cas, c'est ce que les gens ont toujours l'habitude de dire. Mais on constate aussi, oui, c'est un discours occidental que nous connaissons, mais on voit aussi que dans notre pays, le phénomène s'est ancré dans des zones qui ne sont pas forcément islamisées. Et donc, c'est une spécificité qu'il faut aussi regarder. L'autre spécificité que je trouve aussi, c'est le rôle des femmes qui sont... dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que dans le Sahel, il y a eu beaucoup d'écrits sur le rôle des femmes, mais ici, les rôles que jouent les femmes sont un peu différents dans l'animation donc de ce phénomène-là. Dans le Sahel, vous voyez des femmes qui ont rejoint parce que leurs époux sont sont enrôlés, ou leurs enfants sont enrôlés. Mais ici, vous avez des femmes qui collaborent en toute connaissance de cause, en offrant un certain nombre de services
à ces acteurs-là en termes de business, en termes d'économie criminelle qui est développée donc avec ces acteurs. Et une sorte de complicité tacite, parfois bien consciente, que les femmes développent dans ces localités-là. Parfois, elles hébergent bien sûr, mais bien sûr, tout à fait. Donc, il y a ces spécificités quand même qu'il faut relever pour mieux expliquer ce phénomène-là. Il y en a d'autres, hein, mais je pense que c'est les principales spécificités qu'on peut retrouver. Allez. On va analyser les choses qui sont faites pour endiguer le mal terroriste. Vous avez commencé par relever la solution exclusivement militaire comme étant très limitée. Vous avez donné des exemples à l'appui. Aujourd'hui, on a beaucoup de programmes empiriques contre le terrorisme, mais essentiellement financés par de grandes puissances que vous connaissez. Oui. J'aimerais vous faire cette première question. Est-ce que finalement, nous n'avons pas les moyens sans les autres de faire face au terrorisme, militairement comme dans d'autres approches? Je dirais oui, on n'a pas les moyens. C'est si coûteux? Oui, c'est si difficile? C'est très coûteux parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un phénomène léger, c'est un phénomène qui s'est enraciné profondément dans nos cultures, dans nos pratiques, dans notre histoire. Et donc, pour détruire ou pour anéantir ce phénomène, je pense qu'on a besoin de beaucoup de moyens. Pas forcément de moyens militaires, mais on a besoin de changer aussi de stratégie. La première stratégie, je pense qu'il faut comprendre d'abord le phénomène. Parce qu'on ne peut pas combattre un phénomène qu'on ne comprend pas, dont on ne connaît pas les causes, dont on ne connaît pas les manifestations, dont on ne connaît pas les ramifications. Et je pense que ça, c'est la première étape. Donc, le rôle de la recherche est important dans la compréhension donc, de ce phénomène-là. Il faut le décrypter, il faut le comprendre, décrire les différentes facettes de ce phénomène-là, décrire les compartiments, décrire les différentes formes que cela les contours que cela peut prendre. Ensuite, je pense qu'en connaissant donc ces différentes facettes, on peut trouver les solutions appropriées à chaque compartiment et essayer d'apporter. Mais si on met en avant l'option militaire seule, je pense que on fait fausse route parce que... Mais là encore, est-ce que c'est pas limité? Si vous, par exemple, ce que vous avez dit du terrorisme ou de l'extrémisme violent en 2018... En 2019, les gars, ils peuvent changer encore de stratégie, de méthode, ainsi de suite. C'est même pas qu'ils peuvent, ils changent. Voilà. Est-ce que nous allons rester en permanence dans la recherche, dans la compréhension du phénomène? Mais bien sûr, si... Non, la recherche-action, c'est ça justement. Autant la recherche évolue, autant l'action suit. Parce que si en 2018, on va... sur la base de vos recherches, nous envoyons des gens pour sensibiliser. Nous prenons, on arrive à acquérir du matériel pour en même temps qu'on sensibilise. On fait face, on les repousse avec les moyens militaires. Et qu'en 2020 ou 2021, ils changent également. Ça veut dire que l'investissement que nous avons fait avant, ça devient caduc. Bon, je pense quand même qu'il y a eu des exemples. Hein. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du Togo, l'exemple de la Côte d'Ivoire qui essaye de mettre les deux approches à la fois militaire mais aussi développement. Je pense même au Sahel, ils ont compris que c'était pas forcément l'option militaire, mais c'est vrai que lorsque la menace est là, on est obligé aussi de réagir. On est plutôt dans la réaction, hein, parce que c'est eux qui agissent et puis après nous on suit. Donc c'est comme si c'est eux qui dominent en fait la lutte. Donc l'État ne fait que suivre et c'est ce qu'il faut changer. Il faut changer en anticipant. Il faut déjà commencer par développer, avoir des politiques spécifiques ou spéciales pour ces localités-là. Vous savez que jusqu'à récemment, lorsqu'on affecte un agent de l'État dans le département de la Libori, c'est comme une punition. C'est comme un enfer, j'imagine. Alors qu'il y a bien des opportunités là-bas. Il y a des gens qui vivent là, alors qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a beaucoup d'activités économiques qui se développent dans ces localités. Donc, à partir du moment où on a cette perception-là, on envoie quelqu'un dans ces localités, c'est qu'on l'a puni
vous voyez, les perspectives ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, quand on est face à des phénomènes comme ça, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions qui s'adaptent en faisant en sorte que ces espaces-là ne soient pas vécus comme un enfer, y compris pour les populations qui vivent dans ces localités. Vous pensez que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui croient en la recherche et en son efficacité pour lutter contre un phénomène? Je pense, puisqu'il y a surtout une recherche qui vient d'ici. Oui, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'efforts, hein, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Comme on le voit ailleurs, on a les enseignants-chercheurs qui ont des programmes, qui ont des financements autonomes, etc. Mais ce n'est pas encore le cas ici, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'efforts. Parce que les quelques travaux qu'on lit sur le terrorisme au Bénin, c'est beaucoup de fondations d'ailleurs, absolument. Vous voyez des auteurs. Je parie que même pour vos travaux, vous avez dû avoir des coups de main. Bien sûr, de gens qui ne sont pas d'ici. Non, mais mes travaux, c'est essentiellement des coups de main, c'est clair. C'est clair. Comment on lutte? On fait une lutte nationale contre un phénomène de cette façon. Mais tous les processus de développement dans nos pays sont essentiellement financés de l'extérieur. On est toujours dans ces attitudes-là. Je pense que c'est ça qu'il faut changer. Je pense que la lutte contre le terrorisme doit être appropriée par nous-mêmes parce que c'est nos réalités, c'est nos enfants. Je ne suis pas dans la perspective de dire toujours que bon, ce n'est pas des Béninois, c'est des étrangers qui agissent. Je pense que la réalité du terrain montre autre visage, autre chose, et je pense qu'il faut que nous prenions conscience de ce que le phénomène déjà a pris corps dans nos sociétés et que nous avons nos enfants, nous avons nos frères qui sont dedans, qui ne sont pas des étrangers, qui sont des locaux et qui ont ces frustrations et qui sont favorables aux idées que développent ces entrepreneurs de la violence et donc qui adhèrent facilement parce que malheureusement ils sont dans des situations qui leur permettent justement d'adhérer. Ils sont dans une situation de vulnérabilité économique, vulnérabilité en termes d'emploi et qui font que oui, les gens sont facilement tentés par ces apparts qu'on leur tend. Et dans des pays où des efforts sont faits, où même le chômeur reçoit un appui, un coup de main de l'État central à travers des moyens qu'on lui met à disposition, ces pays-là sont frappés. Finalement, où allons-nous avec le terrorisme? Ces pays sont frappés justement, mais ce n'est pas forcément ceux qui bénéficient de ces aides qui frappent. Et je pense quand même qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits dans ces pays. Vous savez, quel que soit ce que nous allons faire, il y aura toujours des marginaux, il y aura toujours des gens qui vont se sentir frustrés. L'État ne peut pas être parfait, ça c'est évident, mais il y a quand même des efforts qui peuvent encore être faits pour faire en sorte que la majorité se sente vraiment dans des conditions où ils ne sont pas exposés à adhérer donc à ces entreprises de violence qui font beaucoup de morts, qui font souffrir donc les populations, qui focalisent toute l'attention de l'État. Je pense que oui, grâce à ce phénomène ou à cause de ce phénomène, l'État a beaucoup investi dans l'armée. Peut-être que c'est une bonne chose aussi, hein, parce que s'il n'y avait peut-être pas le terrorisme, on n'aurait pas eu autant d'investissement dans les forces armées béninoises. Mais je pense quand même que aujourd'hui, cette situation-là mobilise les gouvernants qui focalisent trop leur attention sur ce phénomène, notamment en termes de lutte armée, mais en laissant de côté aussi l'essentiel ou les sources du mal, qui sont les questions de frustration, qui sont les questions de développement. Un combat de longue haleine. Lorsque je prends la mentalité béninoise de façon générale, c'est que nous vivons et nous traînons des frustrations tous les jours. Je parie que vous, Dr Mossi, lorsque vous vous rendez chez vous au village, on vous voit bien habillé, ainsi de suite. On se dit, bon, tout va bien pour lui, mais on ne sait pas les péripéties que vous avez traversées. Absolument. Ça, comment l'effacer de la tête du Béninois? Sinon, nous aurons des frustrés matin, des frustrés midi, des frustrés le soir et même au lit, des frustrés au lit. Finalement, tout ça c'est parce que on a, comme je vous l'ai dit, c'est un mal que nous traînons depuis plus de 60 ans. On n'a pas pris conscience de ça. Vous savez, même notre système éducatif est un système élitiste.
si dès le départ, l'école n'était pas ouverte à tout le monde, c'était assez sélectif dans certaines localités. Il a fallu peut-être les années 90 pour que l'école soit démocratisée. Sinon, avant, tout le monde ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il faut payer de l'argent, il faut payer la scolarité, il faut acheter l'uniforme kaki, il faut acheter les... une période aussi où on recherchait des gens pour aller dans les salles de classe. On venait pratiquement dans les villages pour les enlever, pour les mettre. Pour les mettre, mais cette époque-là, c'est ça, c'est colonial. On doit comprendre que les choses changent aussi. Oui, les choses changent et je pense que avant, on n'avait pas compris. Lorsqu'il fallait chercher les gens, courir derrière eux pour les amener à l'école, on n'avait pas compris. Même à ce niveau-là aussi, on ne prenait pas n'importe qui. On voulait prendre les fils des chefs. Et puis peut-être les chefs ne voulaient pas envoyer leurs fils. Ils voulaient envoyer plutôt les peuples serviles, etc. Vous connaissez le cas de Oufé-Boigny. Hein? C'est pas moi qui vais vous apprendre. Mais je veux dire qu'on a toujours fonctionné de manière élitiste. Et donc tout le monde n'a pas forcément accès à l'école pendant longtemps. Même aujourd'hui, c'est vrai que l'école est démocratisée. On a beaucoup d'écoles partout. Mais l'accès n'est pas, ou l'éducation n'est pas de la même qualité partout. Vous avez des localités où vous n'avez pas d'enseignants de qualité, vous n'avez pas de médecins, vous n'avez pas d'agents de santé de qualité. Pourtant, c'est sur le territoire béninois. Alors, celui qui vit à Cotonou, naturellement, il est privilégié parce qu'il a l'essentiel de ce dont il a besoin pour vivre. Mais celui qui est dans une localité comme celle dont nous sommes en train de parler, il n'a pas l'essentiel. Docteur Mossi, je vais vous faire une question. Nous amorçons les 10 dernières minutes de cette émission. Je voudrais qu'on parle de la perception générale, parce qu'il y a comme des Béninois confrontés aux terroristes et d'autres qui sont vraiment loin. Mais avant cela, il y a un lien dans les quelques rares travaux qui existent sur le terrorisme au Bénin. Il y aurait un grand lien entre le mal transhumant, agriculteur, éleveur, et le mal terroriste dans de grands milieux les plus nombreux du Bénin. Aujourd'hui, la politique qui est faite pour régler le problème de la transhumance, pensez-vous que cela peut avoir des effets sur la diminution drastique des frustrations relativement au terrorisme? Non, je pense pas, parce que ça, je suis catégorique là-dessus. C'est vrai que oui, vous savez, le Bénin a interdit la transhumance internationale, mais ça continue d'une certaine façon. Parfois avec la complicité des agents de l'État, parfois avec la complicité des communautés. C'est une pratique qui continue parce que la transhumance, déjà, c'est un phénomène culturel. Première chose. Deuxième chose, c'est que de manière historique, on a toujours connu ce type de déplacement avec les communautés qui pratiquent donc cette transhumance-là et qui ont fini par l'adopter. Mais il y a aussi, comme vous parlez de perception, vous savez, la politique actuelle, c'est de faire sédentariser donc les éleveurs, les mettre sur place, et puis produire les animaux. Mais est-ce que ça tient compte de la perception de ces populations qui sont dans une perspective de se dire que l'animal doit aller chercher sa pitance, l'animal doit aller chercher sa nourriture, si je peux parler ainsi. Ce n'est pas à l'homme d'aller chercher à manger, aller mettre le foin et tout ça sur la tête pour amener, comme on le voit en Europe. On fait le champ pour nourrir le bétail. Mais ici, on fait le champ pour aller vendre, non pas pour nourrir le bétail. C'est peut-être le reste qui est utilisé pour nourrir le bétail. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes aussi dans des contextes où l'agriculture n'est pas une agriculture intensive, mais c'est une agriculture extensive. Alors, développer une sédentarisation des éleveurs dans un contexte où l'agriculture n'est pas intensive, je pense qu'il y a il y a un déphasage qui se développe à ce niveau parce que les paysans vont toujours vouloir étendre leurs champs parce que de plus en plus l'utilisation des substances chimiques détruit donc les sols, donc ils ont besoin toujours d'avoir accès à des terres plus fertiles. Et donc si les mesures ne sont pas prises pour que l'agriculture aussi soit intensive au moment où l'élevage est intensif, donc ça pose problème parce que c'est les deux acteurs et chaque
chacun de ces acteurs-là a une part de responsabilité dans ces conflits qui se développent dans toutes les communautés aujourd'hui au Bénin. Et c'est vrai que quand vous les questionnez, ils se jettent mutuellement le tort. Mais je pense que si on doit faire une politique de sédentarisation des éleveurs, ça ne peut pas aller sans une politique d'intensification de l'agriculture. Donc les deux doivent aller de pair. Ou alors on fait un peu de... On fait une politique qui va avoir beaucoup de limites et qui ne va même pas connaître une adhésion donc des populations qui sont concernées par cette politique-là. Parlons de la perception. Le Cotonois est confronté au terrorisme en tant que Béninois, vous pensez? Non, je pense que le Cotonois vit comme dans un autre monde, et puis celui qui a Materi, celui qui a Karimama aussi vit dans un autre monde. Les C'est Béninois. pas discutable ça, on a des parents un peu partout. On a des parents, c'est vrai, mais écoutez, oui, c'est vrai, on a des parents un peu partout, mais écoutez, on parlait tout à l'heure des années 2015-2016, on a des parents au Mali, on a des parents au Burkina qui mouraient, mais pourtant on ne se sentait pas concerné par ce phénomène. C'est exactement la même chose, les Cotonois vivent la chose de loin. Je peux vous assurer que vous avez des Cotonois qui ne savent même pas que Karimama fait partie du Bénin. Pourtant, c'est un territoire béninois. Donc oui, les sentiments ne sont pas les mêmes, les perceptions ne sont pas du tout les mêmes. Ceux qui sont confrontés à la dure réalité des choses vivent la chose autrement, mais ceux qui sont Pourquoi? à Cotonou... On communique peu? Doit-on aussi faire Il n'y a pas peur d'interaction. dans un contexte comme Je ça? pense qu'il y a de très faibles interactions entre nos populations. C'est ça malheureusement la réalité, il y a très peu d'interactions, ce qui fait que oui, jusqu'à présent ceux qui sont à Cotonou vivent la chose de loin et ils se disent bon, de toutes les façons c'est là-bas que ça se passe. On n'a pas le problème là-bas. bon, je ne dirais pas ça comme ça, mais je veux dire, ils ne se sentent pas véritablement concernés. Ceux qui ont peut-être la chance d'avoir peut-être des amis qui sont là-bas ou qui ont perdu des amis, peut-être eux ils peuvent sentir la chose autrement, mais la majorité des Cotonois ont une perception assez différente de ce qui se passe sur le territoire. Peut-être aussi parce qu'on communique peu. On communique peu sur ce phénomène. C'est vrai que les médias se saisissent de manière sensationnelle parfois de ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut manipuler les informations liées au terrorisme avec beaucoup de soin? La RAC s'en est mêlée récemment avec une décision pour nous dire mais attention, il faut savoir annoncer ces nouvelles-là, sinon vous allez tomber sous le coup des tests applicables. Absolument. Je pense que c'est un phénomène qui est très délicat parce que c'est un phénomène qui est lié à l'histoire des populations, qui est lié aux perceptions que l'on a, aux stigmatisations. Et vous connaissez l'histoire de Radio Mille Collines. Donc si on ne fait pas attention, justement, on peut envenimer la situation en communiquant d'une certaine façon sur ce phénomène si on ne maîtrise pas justement les manifestations donc de ce phénomène. Il n'y a pas que les médias, hein, même les organisations de la société civile. Moi j'ai rencontré plein d'organisations de la société civile qui disent qu'ils font de la cohésion sociale et ils font des animations communautaires, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent quand on parle de ces questions-là. Et donc, en animant un certain nombre de dialogues entre griffes communautaires, on peut envenimer la situation parce qu'il suffit de prononcer certains mots dans des contextes particuliers et tout de suite ça peut enflammer. J'ai évité d'employer un terme tout à l'heure quand je parlais du mal transhumant, un peuple que vous connaissez très bien. Exactement. Je sais ce que ça a fait dans le contexte quand je l'ai dit. Vous imaginez. Vous en dire mieux. Et moi j'ai aussi des exemples à vous donner sur ces questions-là. Et donc c'est des questions qu'il faut effectivement traiter avec beaucoup de précautions et ne peut en parler que celui qui s'y connaît et on ne doit pas forcément laisser. Dans un contexte où les voix les plus autorisées à en parler ne disent rien, qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement. Si on annonce, si on donne l'information, ça permet par exemple à ceux qui se déplacent, ceux qui sont en voyage de savoir comment se comporter. Absolument. On n'a jamais eu des communiqués officiels des forces d'état-major,
des structures étatiques sur les attaques. Il faut attendre des jours et des jours avant de... C'est d'ailleurs ça qui fait malheureusement que tous les Béninois ne se sentent pas concernés au même titre. Donc, parce qu'il y a très peu justement de communication officielle sur ces actes-là. Alors que moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'en parler et il faut avoir le courage de dire ce qui se passe pour que les Béninois soient solidaires aussi des peuples qui subissent au quotidien ces exactions-là et qui se sentent aussi supportés par les États ou par les populations qui ne vivent pas forcément cette réalité. Donc, en parlant de communication, je pense que oui, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de communiquer, mais il ne faut pas non plus laisser la porte ouverte à du sensationnel. En tout cas, ce que je vois, par exemple, vous savez, je lisais tout à l'heure avant de venir ici dans la presse, je ne veux pas nommer la presse, mais j'ai vu un titre qui dit, par exemple, que il y a eu altercation entre éleveurs et population locale. C'est un titre de journal. Entre éleveurs et population. Comme si les éleveurs étaient des halogènes. Entre éleveurs et population. Ça veut dire que les éleveurs ne sont pas des humains, ils ne sont pas de la population. Vous avez juste ce simple distinguo qu'on fait, ça peut frustrer les gens. Donc c'est pour ça que... question de temps, on va conclure ces échanges sur Zone Franche. Est-ce qu'on peut conclure en disant ce que les populations, pardon William, les populations doivent faire pour qu'on réussisse la lutte? Moi, je pense que les populations ont un grand rôle. D'ailleurs, on ne peut pas réussir cette lutte-là sans la population. Ce n'est pas possible. On a beau avoir les armes les plus sophistiquées. Si on n'implique pas la population, on va faire fausse route. Ça, c'est clair. Donc, les populations ont un rôle important à jouer. Parce que d'abord, c'est leurs enfants. Ensuite, c'est eux qui hébergent, ou celles qui hébergent donc ces acteurs-là, qui sont parfois des leurs, et qui les connaissent, mais qui ne dénoncent pas. Donc, je pense que oui, les populations ont un rôle à jouer. Je pense aussi qu'il faut renforcer les élus locaux, qui ont une très grande connaissance de leur territoire, qui ont une très grande connaissance de la sociologie de leur territoire, qui ont une grande connaissance parfois, qui ont une certaine aura dans leur communauté, qui sont très écoutés, mais malheureusement qui ne sont pas suffisamment impliqués dans la lutte contre ce phénomène parce qu'on en fait une lutte spécialisée, une lutte militaire qui est dédiée seulement à des spécialistes des armes, alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de dialogue communautaire, c'est une question d'échange entre les communautés, c'est une question de cohabitation, c'est une question de perception que l'on a vis-à-vis de son voisin. Et je pense que les élus locaux ont ce pouvoir-là, ils ont cette qualité, cette prééminence pour pouvoir gérer ces questions entre les différentes communautés. D'ailleurs, toutes les fois que vous avez des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, les élus locaux essayent de les réunir, dialoguer, trouver des solutions, et ces solutions-là sont souvent consensuelles. Encore que Georges Clemenceau a dit que la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie seulement à des gens qui ont des armes. Merci, Dr Aziz Mossi, socio-anthropologue, expert en analyse de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Est-ce que j'avais besoin encore de le présenter? Vous l'avez écouté, il s'y connaît. Merci d'être venu sur Zone Franche nous expliquer toutes ces choses. Merci Franck Aounou. Merci à toute l'équipe de réalisation. Dimanche prochain, on se retrouve sur Zone Franche.